Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission TYS Show, le marketing en lancement de projet. Pour rappel, les émissions TYS ont vu le jour en avril 2021 à Aix-en-Provence, dans le cadre de rendre la formation et l'information accessibles au grand public. Dans cette vision-là, on continue aujourd'hui. Les TYS, c'est 3 formats d'émissions. C'est les TYS Show, cette émission, des émissions hebdomadaires sur l'actualité et l'économie du territoire national. C'est les émissions TYS Live, où là, c'est surtout business, c'est surtout chiffrage, c'est surtout développement commercial et stratégique d'entreprise. Et aussi les TYS spéciales, qui sont là des émissions de divertissement et qui verront le jour du coup en juillet 2022. Je vous invite donc à nous suivre sur toutes nos plateformes pour ne rien manquer. On se retrouve donc dans cette émission-là, le TYS Show, lancement de projet et surtout marketing en lancement de projet. Pourquoi ? Pour répondre à beaucoup de vos questions, à beaucoup de vos attentes. Vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup d'ambitions, vous posez peut-être beaucoup de questions et la communication est un des éléments les plus importants en lancement de projet. Un élément aussi où on se pose beaucoup de questions et sur lequel, si on n'est pas vraiment formé, on peut risquer de mettre un terme à sa structure ou de baisser les bras ou au premier échec de perdre en fait en volonté et d'arrêter, ce qui n'est clairement pas l'objectif. Aujourd'hui, on vous a rassemblé un panel de spécialistes dans divers secteurs d'activité. On va traiter un peu de communication en immobilier, on va aussi traiter d'image de marque. On va parler aussi d'un exemple très connu qui est l'exemple d'Apple, un exemple de référence aujourd'hui en communication. Et le but de traiter tout ça, c'est de répondre, du coup, comme je le disais, à vos questions, mais surtout en fonction de ce que vous voulez faire, du projet que vous avez en tête. Vous allez en apprendre un peu sur chaque domaine, sur l'immobilier, sur l'image de marque. Et pour pouvoir avoir les bases, on ne va pas tout vous apprendre en 1 heure, mais au moins vous aurez les bases pour pouvoir créer votre activité, créer sereinement votre communication, savoir à qui faire appel aussi en communication, externaliser aussi. Ça, c'est une thématique que l'on va traiter aujourd'hui. On va commencer sans plus attendre avec notre premier invité, monsieur Cyril Bladier de Business Online, directeur commercial et spécialisé dans le consulting. Tout de suite, Cyril Bladier. On se retrouve donc avec Cyril. Cyril, bonjour. Bonsoir Nazim. Merci d'avoir tout d'abord accepté notre invitation. Ça m'a fait super plaisir. Écoutez, pour nous aussi, et je suis sûr que pour vous, c'est la même chose. Cyril, je le disais, tu es donc du coup directeur commercial. Tu es donc à la tête de Business Online. Ouais. Je parlais justement de consulting, mais tu es aussi dans la data. Donc du coup, la communication, c'est un des éléments qui pour toi est le plus important. On en parlait tout à l'heure en off, tu me disais que c'était surtout de la demande entrante. Donc en termes de communication, là c'est un peu différent parce que tu ne dois pas jouer sur les mêmes choses. Est-ce que tout d'abord, pour resituer un peu la chose, tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais concrètement aujourd'hui ? Moi je fais du digital depuis 2001, donc ça ne rajeunit pas. J'en ai fait pendant 10 ans dans des grosses boîtes et puis j'ai créé un groupement en 2009. On est 40-45 personnes aujourd'hui. Moi, comme tu le dis, je suis idéateur commercial, marketing, je gère toute la relation client, chez les webinaires, des formations, des confs, etc. Et après, avec 45 personnes, on a un gros panel d'activités. Donc, on fait du site, du WordPress, du Magento, du Symfony, du SEO, du SEA, du LinkedIn. Enfin, voilà, beaucoup de choses autour du digital, très tourné business. Nous, on est plus sur la partie business que la partie branding. Et alors, du coup, tu me disais SEO, tous ces termes-là qui peut-être vous parlent, mais peut-être ne vous parlent pas. Tout ça, j'imagine, tu as dû te former dessus ? Ouais, alors moi, faut remettre dans le contexte. Quand j'ai démarré ça, c'était en 2009. À l'époque, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une formation en France, pas une école, pas une université, nulle part. Donc, je suis un total autodidacte. Autant sur mes études classiques, je suis super ultra diplômé, MBA, etc. Mais sur le digital, total autodidacte. J'ai tout appris tout seul. À l'époque, j'ai lu un maximum de contenu en anglais, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça qui existait. Et je me suis auto-formé comme ça. Et c'est comme ça du coup que tu as réussi à asseoir, on va dire, la réputation de Business Online, ouais. Que tu as réussi à rajouter à chaque fois une nouvelle palette, un nouveau service. C'est ça. Qu'est-ce qui a été, alors du coup quand on parle d'autodidacte, on est conscient que c'est dur. Qu'est-ce qui a été pour toi les plus importants challenges dans l'apprentissage justement du digital à un moment où ce n'était pas encore la mode, comme on pourrait dire aujourd'hui ? Un conseil qui reste toujours valable aujourd'hui, c'est de ne pas croire tout ce qu'on lit, tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on peut te dire.
Donc moi j'ai tout testé pour vérifier ce qui était pertinent, ce qui n'était pas. J'ai pas pris, tiens, machin a dit ça, donc je le mets en place. J'ai testé, voir si ça fonctionnait ou pas. Et après, en fait, pour me faire connaître, j'ai traduit ces sujets techniques dans un langage de dirigeants d'entreprise. En parlant, comme j'étais ex-directeur commercial marketing, je leur parlais avec leurs mots à eux. Donc je leur traduisais en fait des sujets qu'ils ne comprenaient pas, que d'ailleurs ils ne comprennent pas forcément toujours aujourd'hui encore, mais dans un langage compréhensible de directeur commercial de marketing. Et c'est ça qui a fait en fait, c'était une éditoriale qui a fait qu'il y a eu des premiers contacts, du bouche à oreille, etc. Est-ce que tu rencontrais des challenges aussi aux personnes à qui justement tu apprenais ça? Est-ce que tu sentais, alors peut-être pas des réticences, mais tu voyais vraiment qu'il y avait quand même un gros travail à faire? Ouais, il y avait pas mal de boulot là-dessus, notamment à l'époque, c'est marrant, enfin ça fait tout le monde aujourd'hui, mais les dirigeants étaient stressés que leurs collaborateurs soient sur LinkedIn. D'accord. Ouais, c'était, on va me les piquer. Non, déjà, ils t'appartiennent pas, donc on va rien te piquer. Et les mêmes qui disaient, ouais, mais mes vendeurs, mes commerciaux sont sur LinkedIn, mes marketeurs sont sur LinkedIn, tout le monde va les recruter. 2 ans après, c'était, mais ils sont pas assez sur LinkedIn, ils sont pas assez actifs, comment il faut que je fasse? Donc il y a vraiment eu un changement qui s'est fait de ce côté-là. Et puis, malgré tout, même aujourd'hui encore, on voit qu'il y a chez les décideurs, donc les décideurs, c'est en entreprise, moi je vais aux entreprises, les gens qui vont prendre la décision d'investir des sujets digitaux, de mettre des budgets dedans, il y a quand même un manque de connaissance de ces outils qui est assez effrayant. Et donc du coup, tu nous parlais justement de LinkedIn. Tu as développé un assez bon réseau sur LinkedIn. Ouais. Aujourd'hui, alors je l'ai noté, tu cumules plus de 23 000 abonnés. Aujourd'hui, on dit beaucoup, il faut se former sur LinkedIn, il faut se développer, il y a les clients, tout le monde est sur LinkedIn. Quand les personnes qui ne sont pas vraiment familières avec LinkedIn voient des personnes avec des gros scores, un gros nombre d'abonnés, on se dit toujours, mais comment on fait? Toi, si on te pose la question et qu'on te dit aujourd'hui comment on fait pour développer une bonne base d'abonnés sur LinkedIn, qu'est-ce que tu répondrais? Bah déjà, mes élèves sont meilleurs que moi parce que j'ai plein d'élèves qui ont 100 000, 200 000 ou 300 000 followers. Faut pas se laisser, sur les réseaux sociaux d'une manière générale, faut pas se laisser impressionner par les chiffres. Moi, je me fiche du nombre de followers, de likes chez tout le monde sur LinkedIn. La course au like, ouais, t'as cartonné, t'as fait X milliers de vues. Ok, très bien, ça t'a rapporté combien? Moi, j'ai fait un article en fin d'année, il a fait 5000 vues, ce qui n'est pas énorme. Donc, on dit, ouais, 5000 vues, c'est pas génial, mais 200 000 euros derrière. Donc, je m'en fous qu'il ait fait. Donc, 5000 vues, s'il y a 200 000 euros de chiffre d'affaires derrière. Donc, sur les réseaux sociaux, faut pas se laisser impressionner par ces chiffres. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait derrière. C'est les relations, c'est des gens comme toi qui me contactent, c'est les nouveaux contacts, les nouvelles relations, les nouveaux projets, c'est la messagerie, tout ce qui se passe derrière qui n'est pas forcément visible, mais toutes les relations qui vont se créer derrière. Moi, LinkedIn, ça m'a ramené Coca-Cola, ça m'a ramené Nespresso, ça m'a ramené EDF, Engie, Daimler, BNP, AXA, Sanofi, Oracle, Adobe, tout un paquet de boîtes énormes qui sont venues juste alors que j'ai pas forcément des centaines de milliers de vues à chaque publication et que 23 000 abonnés. Ça peut paraître important quand on démarre sur LinkedIn, mais finalement, quand je compare avec mes confrères, c'est pas forcément énorme. Mais tu tiens un élément assez important là, le fait de réussir à atterrir de gros clients, on va dire. On va continuer là-dessus, on va accueillir sans plus tarder notre prochain invité pour continuer sur le sujet, Monsieur Alban Medino, CEO de Mental Breakdown. Alban qui n'a pas pu être avec nous en présentiel et qui nous rejoint donc en visio, en direct de Nantes. Alban, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends bien. Alban, bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation déjà. Écoute, merci d'avoir accepté. Donc je le disais, tu es donc le CEO de Mental Breakdown que tu as monté avec Jonah, si je ne dis pas de bêtises. Johan Boulet. Johan, ton associé. Et du coup, pareil, on continue sur la communication, sur LinkedIn, mais surtout sur le général. Toi, est-ce que tu peux, pareil, on va recentrer un peu, est-ce que tu peux nous parler de toi, qui tu es et ce que tu fais? Ok, alors qui je suis? Je suis Alban Mezzino. Ma passion, pour faire simple, depuis toujours, ça a toujours été la communication. Et j'ai fait un truc un peu bizarre. Je me suis dit qu'un jour, j'aurais peut-être envie de développer mes propres outils. Du coup, je me suis dit que j'allais être développeur plutôt que communicant de base. J'allais faire la partie chiante, entre guillemets, dans la journée, dans mes études. Et le soir, j'aurais toujours cette passion de bosser la communication par moi-même.
Du coup, j'ai monté Mental Breakdown en fait comme ça. Genre, j'ai commencé à faire développeur pendant des années. À côté, je me développais sur des sujets de branding, de marketing, de communication, mais de manière générale, hein, jusqu'au langage corporel et ainsi de suite. Et à un moment donné, en fait, j'en ai eu marre d'être dev, de me prendre toutes les deadlines un peu pourries de fin de projet parce que la stratégie d'une marque a été mal pensée en amont, en fait. Et du coup, on a monté Mental Breakdown comme ça, en fait. On s'est dit qu'on voulait plus jamais voir des personnes comme nous, qui étaient du coup développeurs, designers ou vidéastes, se prendre des deadlines pourries en fin de projet ou des retours un peu nuls ou pas pouvoir mener à bien un projet et donner toute son expertise parce qu'en amont c'était mal fait en fait. Du coup, on a monté Mental Breakdown, on a monté un studio du coup de stratégie et image de marque. Donc on va du moment où on va faire du développement personnel à l'échelle d'une marque, jusqu'au moment où on va passer à la mise en place de son image et de son identité en fait. Donc ça va être stratégie, positionnement et ensuite définition de l'identité aussi bien visuelle que sonore d'une entreprise. Alors du coup, tu Donc nous c'est ça parlais qu'on de... fait chez Mental Breakdown. Parfait, on va en parler encore un peu après. Tu nous parlais du coup de formation, que tu t'étais développé aussi sur le domaine, c'est ce qu'on disait avec Cyril. D'après toi, c'est quoi les éléments sur lesquels il faut impérativement se former avant de lancer une structure, quelle que soit la structure d'ailleurs? Souvent, on va se dire qu'il faut, ça c'est mon avis perso, mais on va se dire qu'il faut développer des compétences en business, en marketing, en communication de manière générale et tout. Je pense que le truc le plus important en fait qui est derrière tout ça, c'est des compétences en psychologie en fait, parce que le marketing, la publicité, le business, tout ça, n'importe quel échange, conversation, communication, ça repose sur des biais cognitifs la manière dont le cerveau fonctionne en fait. Donc c'est vraiment purement de la psychologie. Et ensuite, ça va être amené de différentes manières. En branding, on va apprendre à définir une marque. Du coup, il y a des choses à apprendre en branding pour savoir comment se définir. Ensuite, en marketing, savoir comment communiquer tout ça. Ensuite, côté commerce, savoir comment on vend tout ça. Il va y avoir côté business, à apprendre à avoir des discussions sur les différents sujets de la définition de l'entreprise et qu'est-ce qu'on va vendre à d'autres personnes pour conclure des deals et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est régi par de la psychologie. Donc, je pense que la grosse base, c'est de comprendre comment l'humain fonctionne parce que ça repose, tous les leviers reposent toujours là-dessus, en fait. Et derrière, après, se former à du business, principalement, parce que si tu sais pas communiquer, si tu sais pas faire du business, tu peux faire la meilleure chose, tu peux régler un vrai problème dans le monde, si tu sais pas le communiquer, personne viendra l'acheter, personne saura qu'ils en ont besoin, en fait. Donc je pense d'abord psychologie, communication de manière générale, savoir faire du business, et ensuite branding, marketing, commercial, etc., quoi. Alors tu relèves un point important en termes de psychologie. Sur une présente émission, on avait une intervenante, Claude Garcia Zunino, qui est la fondatrice du Centre Human Success, qui parlait aussi justement de développement personnel, de connaissance de soi, de conscience et de positivisme. Donc elle rejoint un peu ton propos, mais c'est vrai que ça, on le dit beaucoup. On dit beaucoup qu'il faut savoir comment fonctionne l'humain. On parle toujours de le bleu, ça veut dire ci, le rouge, ça veut dire ça, le jaune, ça veut dire ça. Qu'est-ce qu'on utilise plus ou moins comme couleur en fonction de ce qu'on vend. Mais quand on dit psychologie, la psychologie c'est gros, la psychologie c'est large et la psychologie c'est vaste. Aujourd'hui, quand tu as quelqu'un qui te demande ok la psychologie, mais sur quoi vraiment je dois me former, qu'est-ce que tu conseillerais? Euh, En fait, ce que je conseillerais, c'est d'aborder ça sous un angle pratique. Souvent, on a envie de lire plein de bouquins, on les lit tous, mais on les applique jamais. Du coup, on a lu 50 bouquins dans notre vie, ok, c'est cool, mais on n'en fait rien. Je pense que le truc important, c'est de se dire sur quoi j'ai envie de bosser moi d'abord, sur quoi je peux commencer là demain. Tu choisis un livre, tu le lis et t'appliques ce qu'il y a dedans avant de lire le prochain. Ce qui fait que je sais pas, tu peux commencer par un bouquin sur le langage corporel qui va au final parler de plein de leviers psychologiques qu'il y a derrière, pourquoi on communique de cette manière-là non verbalement. Et tu vas apprendre plein de trucs sur la psychologie humaine au travers de ça. Et tu vas pouvoir mettre en application aussi bien de la psycho que du non-verbal et de la gestuelle et apprendre à communiquer en fait. Donc pour moi, c'est plus ce truc de par plein de thématiques, par plein d'angles différents, on peut aborder des sujets de psycho. L'important, c'est de savoir lequel tu as envie d'aborder, qui te donne le plus envie, et surtout de mettre ça en pratique, en fait. Après, c'est différent pour tout le monde, ce truc de par quoi est-ce qu'on commence. Pour moi, l'important, c'est commence par un truc que t'aimes, tu sais que tu vas le creuser, du coup, vas-y à fond, plutôt que t'imposer un sujet parce que quelqu'un te l'a conseillé, ça marchera pas pour toi.
Totalement. Alors du coup, en parlant de ça, il y a un livre que je conseille moi à tout le monde de lire, que ce soit juste pour sa vie perso ou dans le business. Alors peut-être que Alban tu le connais, Cyril pareil. Est-ce que la règle des 5 secondes de Mel Robbins, ça vous dit quelque chose? Ouais. Ouais, Alban tu connais? Ouais. Cyril, Enfin, je est-ce connais que... de nom et je connais un peu la personne qui fait ça. Ouais. Ok. Non. Et je vois ce qu'il y a derrière. Cyril, ça te dit. Alors pour vous expliquer à vous, chez vous, la règle des 5 secondes, c'est une règle psychologique du fonctionnement du cerveau. Ce livre a été écrit par Mel Robbins. Mel Robbins, entrepreneur à succès aux États-Unis, qui vient de Boston. Et ça a commencé tout simplement, pour vous expliquer la petite histoire, elle était à Boston, son mari avait ouvert un restaurant qui marchait très bien. Et quand on ouvre un restaurant qui marche très bien, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on en ouvre un autre. Il en a ouvert un autre et quand il y en a un qui fonctionne un peu moins bien, ça on l'a dit lors d'une précédente émission aussi, son entreprise c'est son bébé. Donc du coup on n'a pas envie de, alors, je ne sais pas comment le dire, mais on n'a pas envie d'arrêter son bébé. Et du coup ça va amener tout le reste à s'effondrer. Son mari a perdu ses deux restaurants. Il recevait des appels tous les jours d'huissiers parce qu'il devait financer pas mal de choses, vous l'imaginez bien. Et elle part d'une règle qu'elle a découverte tout simplement un matin. Pourquoi? Parce que, et ça vous arrive à tous, votre réveil sonne le matin et vous avez deux choses. Soit vous vous réveillez directement, soit vous vous dites bon encore 5 minutes, c'est bon j'ai le temps, je m'habillerai un peu plus vite. Ou encore 10 minutes. Et ça continue comme ça. Et du coup elle a mis en place quelque chose qui s'appelle la règle des 5 secondes, qui est similaire à la fusée. Quand on doit prendre une décision, on a 5 secondes avant que son cerveau prenne le relais. On doit se lever, on compte jusqu'à 5 et à 5 on se lève. Pourquoi? Parce qu'au bout de 5 secondes, c'est le cerveau qui prend le relais et la capacité principale, l'objectif principal du cerveau, c'est quoi? C'est de vous protéger. Le but c'est quoi? Vous êtes dans votre lit, vous êtes bien, votre cerveau il va vous dire bah non, restez bien. Pareil, quand il y a une décision compliquée à prendre, votre cerveau va vous faire prendre la décision soit de facilité, soit celle qui va vous faire rester dans votre zone de confort. Alors qu'au bout de 5 secondes, vous allez peut-être prendre une décision qui n'est pas forcément agréable pour vous sur le moment, mais par contre, c'est celle qui sera probablement le plus bénéfique pour vous. Est-ce que, donc ça, tu disais que tu connaissais Alban, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises et que tu conseillerais ou c'est quelque chose que tu n'utilises pas du tout? Ouais, c'est ce que j'utilise depuis des années. Moi, j'appelais ça la règle des 3 secondes avant. Ça venait d'un truc totalement différent. Euh, En gros, j'utilise ça depuis quoi? Depuis que j'ai 15-16 ans, un truc dans le genre. Mais faut l'utiliser à bon escient, dans le sens où au bout d'un moment, tu as envie de faire la règle des 5 secondes ou 3 secondes pour tout. Sauf qu'il y a des moments où tu vas prendre des risques qui sont pas calculés et du coup, tu vas juste te lancer tête baissée dans un truc. Du coup, il y a la règle des 5 secondes, pour moi, c'est important pour tout ce qui est habitude. Le matin, t'es crevé, t'es pas crevé, t'as bien dormi, t'as pas bien dormi, il est 8 heures parce que ton réveil, il est à 8 heures, tu te lèves, t'as 5 secondes. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque, tu sais que ça va être bénéfique pour toi plus tard dans le futur. S'il y a quelqu'un qui te propose un truc par rapport à du business, pas du business, peu importe, un truc que genre, tu veux sauter en parachute, il n'y a pas de la règle des 5 secondes, il faut l'appliquer maintenant. Si tu as peur de sauter en parachute et que c'est pas un truc que tu as envie de faire et que tu vas stresser, le fais pas, tu vois. Enfin, il y a ce truc de c'est important pour des choses qui sont mesurées, calculées et qui reviennent de manière récurrente. Comme ça, tu sais qu'il n'y a pas de risque derrière pour appliquer ça. La règle des 5 secondes, ça marche aussi pour essayer d'intégrer des nouvelles habitudes. C'est-à-dire qu'on va essayer d'intégrer de nouvelles habitudes en créant de la motivation à partir de rien, donc à partir de l'action en fait. Mais c'est important à faire, mais pas pour tout. Dans le business, je recommande pas de faire la règle des 5 secondes quand il faut prendre une décision assez dure en fait. Parce qu'on pourrait avoir tendance à l'appliquer à tout, mais On est bien j'ai d'accord. testé, c'est pas une bonne idée. Il faut avoir le risque réfléchi, on va dire. Cyril, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, la règle des 5 secondes? Moi, je réfléchis trop. Je réfléchis trop. Mais le point, enfin, au-delà de ça, c'était intéressant ce que disait Alban avant. C'est vrai que c'est un peu une spécialité française. Et beaucoup de spécialistes de la formation, du coaching jouent beaucoup là-dessus. C'est que les gens veulent se rassurer en apprenant, d'en avoir des nouvelles technos. Ils lisent, ils pratiquent, ils consomment de la vidéo, mais ils font rien derrière. Ils ne mettent pas en place. C'est jamais appliqué. Tiens, il y a une nouvelle techno qui sort, il y a une nouvelle vidéo, il y a un nouveau bouquin, il y a un nouvel article, il y a un nouveau machin, il y a un nouveau machin. Les gens vont lire, consomment, achètent, etc. Et derrière, ne mettent pas en place. Après, ça marche pas. Effectivement, il y a un gros blocage à ce niveau-là qui est vraiment typiquement français, clairement. C'est vrai, on dit beaucoup que les Français réfléchissent tout le temps, on dit que les Français sont réfractaires au changement, on le voit quand il y a des réformes, hein, peu importe la réforme, on n'est pas là pour parler politique, mais c'est vrai que les Français ont du mal avec la réforme et avec les changements importants, et ça vaut dans le business aussi quand on
j'ai perdu le mot, quand on est prédisposé à tout le temps réfléchir et qu'on réfléchit tout le temps, c'est sûr que ça va déteindre sur le business. On va continuer sur cette lancée-là en parlant de formation à la communication avec un domaine différent de ce dont on parlait de marketing digital et de conscience. On va accueillir Jean-Philippe Sagné. Jean-Philippe Sagné, agent immobilier pour la Comtesse Immobilier, qui nous rejoint tout de suite en duplex. Jean-Philippe, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous reçois? Oui, bonjour. Bonjour Nassim. Bonjour Jean-Philippe, merci d'avoir accepté aussi notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir. Du coup, je le disais, donc tu es donc agent immobilier à la Comtesse Immobilier et on parlait un peu en off, donc quand on s'est eu la semaine dernière au téléphone, au niveau de la communication, donc tu t'es lancé il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, justement pour développer ton activité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'avant, parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu es dans l'immobilier, et de pourquoi tu as décidé justement de te lancer dans la communication digitale, parce que c'est qu'il y a une raison, et les challenges auxquels tu as pu faire face. Oui, alors je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Jean-Philippe Sagné, j'ai 45 ans. Ça commence à faire, là je commence quand même à me faire vieux puisque j'ai 20 ans d'immobilier cette année. Donc je m'épanouis énormément dans ce domaine. Pour vous expliquer un peu mon parcours, donc je suis resté plus de 14 ans en fait au sein de l'ancien cabinet où j'étais, qui était le cabinet Paul Guez. On a été racheté il y a 1 an et demi par la Comtesse Immobilier et la Comtesse Immobilier m'a apporté un énorme souffle dans ma carrière où je commençais pas du tout à m'ennuyer, mais j'ai eu un énorme dynamisme qui s'est mis en place grâce à la politique de la Comtesse Immobilier. J'ai explosé le chiffre d'affaires l'année dernière où j'ai été le meilleur vendeur. Et cette année, ça continue. L'immobilier a une énorme manne financière aujourd'hui. On surfe là-dessus en ce moment, on en profite, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Voilà, comme je te l'ai dit, en fait, je m'épanouis dans ce domaine-là. Et pour répondre à ta question, concernant donc les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a la preuve que les réseaux peuvent nous apporter énormément, puisque je suis dans le Tease Show aujourd'hui avec toi, et alors qu'il y a même pas 4-5 mois, je n'étais absolument pas sur aucun réseau qu'il soit. J'étais même pas sur Facebook, dans le sens où j'étais, on va dire pas trop enclin à exposer ma vie, exposer mon travail, et je trouvais ça assez intrusif. Je me suis remis en cause pour la simple et bonne raison que j'avais envie d'utiliser mon réseau. Réseau que je n'exploitais pas aussi avant, c'est-à-dire que je surfais sur de l'acquis, sur quelque chose d'assez banal. J'attendais pas, mais je prospectais énormément de mon propre chef et n'utilisais pas en fait mon réseau, mais vraiment pas. Je n'aimais pas du tout demander à quelqu'un s'il souhaitait vendre son appartement, que ce soit dans le réseau famille, amis ou quoi que ce soit, parce que j'estimais ne pas... je me sentais peut-être un peu gêné de demander et de sembler quémander quelque chose. Et en fait, la plupart du temps, les gens venaient à moi naturellement. Donc, en fait, je me suis rendu compte en fait qu'on ne pouvait pas exploiter le réseau à moitié. Il faut l'exploiter à 100%. Je l'ai compris assez tardivement, puisqu'aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je me suis lancé dans le réseau et donc que ce soit LinkedIn où j'ai très peu d'abonnés, mais la preuve en a fait puisque tu m'as contacté aujourd'hui. Instagram dernièrement où je commence à m'épanouir aussi, à faire énormément de stories, énormément de posts, tranquillement, mais on va dire des posts sereins et sans que ce soit du grand n'importe quoi. Mais en fait, je me rends compte en fait ça me plaît et que je pense qu'on est rentré dans une époque où tout le monde sait quoi que ce soit sur tout le monde. Après, quelqu'un qui ne veut pas être sur les réseaux, je le respecte énormément aussi. Mais pour ma part, je pense que c'est devenu essentiel. Et effectivement, comme le disait Cyril,
c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est la qualité des contacts. Voilà, aujourd'hui, je commence à avoir des contacts intéressants. Je pense que le travail paye dans ce domaine-là. Il faut juste entretenir son réseau. Mais aujourd'hui, c'est quand même un travail, ce réseau que j'effectue. Donc, je me suis donné, on va dire, 2 bonnes années pour lancer Insta, sans faire, comme je l'ai dit, n'importe quoi. Je vois beaucoup d'agents immobiliers qui se mettent en scène et qui font un peu les clowns pour appâter. J'ai l'impression que j'ai, le nombre d'abonnés. Et moi, je suis pas dans ça, en fait. Je suis plus pour capter un réseau de clientèle plutôt vendeuse, parce que des acheteurs, aujourd'hui, on en a énormément. Mais un acheteur peut aussi nous apporter d'autres choses. Voilà, donc je commence un peu à m'épanouir, à bien m'épanouir et à prendre du plaisir. Au top. C'est le plus important quand on est dans l'entrepreneuriat ou même dans une activité professionnelle quelconque. Si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est quand même assez compliqué. Alors tu me mettais le point sur quelque chose dont je voulais qu'on parle aussi. Des agents immobiliers, on en connaît tous. On connaît tous des gens qui sont dans l'immobilier, que ce soit en indépendant, en agence ou autre. Et c'est vrai que donc là, tu nous parlais de prospection, que tu faisais beaucoup de prospection, mais pas assez appel à ton réseau. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle à des agents immobiliers, ils nous disent rarement qu'ils appellent leurs contacts pour avoir des maisons, pour avoir des listings ou pour avoir des mandats. Est-ce que toi, aujourd'hui, au niveau de ton entourage dans l'immobilier, est-ce que tu vois qu'on se développe plus sur les réseaux ou est-ce qu'on est quand même un peu sur les mêmes pratiques d'avant où on est sur de la prospection, on va sur les différents sites, on essaie de récupérer des mandats, ou tu vois que ça évolue un peu? Je vois que tu connais bien le sujet là pour la prospection de mandats, tout ce qui est pige. Voilà. Alors moi, personnellement, jusqu'à beaucoup d'années, j'ai utilisé la prospection téléphonique. C'est très formateur. C'est un jeu de rôle en fait. Donc, il faut pas le prendre pour soi. C'est très difficile des fois puisqu'on a 99% de refus. Quand il y a le 1% qui tombe dans la journée, on est content. Et puis quand on rentre le mandat, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui, pour être clair, si je fais le point, depuis qu'on a été racheté donc par l'agence où je travaille aujourd'hui, qui est la Comtesse Immobilier, donc 1 an et demi que je travaille, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai l'impression, je pense même, si on regarde les chiffres, c'est que un bien sur 2, c'est du réseau. Vraiment, c'est du pur réseau, famille, amis, relationnel. Et je me rends compte en fait que c'est ce qui paie le mieux, c'est ce qui nous permet d'avoir une garantie d'aller jusqu'au bout, puisqu'on est la plupart du temps seul à travailler le bien, et non pas avec des concurrents qui peuvent, on va dire, utiliser de mauvaises méthodes pour nous faire capoter notre projet de vente. Voilà, donc je pense que j'utilise plus le réseau qu'autre chose que comme je faisais auparavant, de la démarche téléphonique. On utilise aussi des méthodes assez anciennes, telles que de la prospection en boitant, en mettant des flyers en fait dans les boîtes aux lettres. Ça s'essouffle énormément. Je me rends compte en 2002-2003, quand je boitais, je ramenais à peu près 5 à 7 retours pour 1000 distribués. Aujourd'hui, c'est bien simple. On a fait une campagne de boitage il y a une semaine, une dizaine de jours. On a eu 0 retour. Pourtant, on a dû distribuer plus de 5000 prospectus et rien du tout. Donc, c'est assez décevant pour ça, parce que c'est du travail aussi. Pour terminer, c'est que voilà, le réseau est le plus important. Et quand je m'embête en fait que je n'ai plus de biens à vendre, en ce moment c'est le cas, étant donné qu'on a quasiment tout vendu nos biens dans notre agence. On repart sur la démarche téléphonique. Et là, en fait, ça permet de recadrer et de redescendre un peu en même temps, de rentrer dans le dur et de faire un peu redescendre l'esprit de facilité. Et on se rend compte en fait que c'est pas si facile de rentrer un bien immobilier de cette façon-là. C'est vrai. Tu parlais justement tout à l'heure de réseau, de network, de relations. Il y a quelque chose qu'on dit souvent aujourd'hui, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas avec ça, c'est que la vente immobilière, ça passe surtout par l'affect. Pourquoi ? Parce qu'un achat immobilier, c'est un gros investissement. C'est un investissement dans son couple, par exemple, quand on achète à deux. C'est un investissement pour après revendre ou en SCI ou pour mettre en location. Est-ce que ça, tu le ressens, toi, ou tu vois que c'est plus de la vente comme autre chose ?
Alors, il faut savoir en fait qu'il y a deux types de clientèle. On a une clientèle de particuliers qui vendent son bien. Par exemple, je prends le cas le plus basique qui est le Bon Coin. La personne qui va mettre son appartement sur le Bon Coin ou sa maison, elle va chercher à capter forcément des particuliers. Voilà, de particulier à particulier. Un client qui rentre dans une agence ou qui nous confie son bien, déjà la démarche est différente dans le sens où la personne accepte de payer des frais d'agence et donc elle attend un conseil du professionnel. Le particulier, généralement, pour revenir sur le Bon Coin, il a tout son temps. C'est souvent un client qu'on démarche généralement sur le Bon Coin, il vous fait perdre énormément de temps. On n'est pas forcément, on n'a pas forcément le résultat qu'on veut, puisque la plupart du temps, le client prend 2, 3 agences, voire des fois 4, 5. On se bat pour vendre le bien, et en fait, on a une chance sur 5 de vendre le bien avec de la chance. Le deuxième cas de figure, c'est le client qui veut mettre son bien dans notre agence, qui attend un conseil de l'agent immobilier, qui attend un prix qui soit forcément le meilleur pour lui, mais c'est un client qui a un projet derrière, quelqu'un qui veut concrétiser son projet dans des délais raisonnables, pas comme un particulier où ça peut prendre 6 mois, 1 an, qui pratique un prix complètement farfelu. Voilà, l'agent immobilier, alors le but, c'est pas de vendre vite, bien entendu, il faut défendre quand même l'intérêt du propriétaire, il faut vendre au meilleur prix, dans de bonnes conditions, avec un certain professionnalisme quand même. Voilà, donc moi je dirais que le particulier qui rentre dans l'agence et qui nous confie son bien, voilà, l'affect, il va l'avoir, mais il va attendre qu'il y ait du résultat dans un laps de temps beaucoup plus court que s'il vendait de particulier à particulier. Donc l'intérêt, c'est de lui apporter un prix qui soit cohérent avec le marché. Si on pratique un prix qui est incohérent, ça va prendre énormément de temps, ça peut ne pas se vendre, et voilà, donc j'ai eu le cas auparavant, mais aujourd'hui, voilà, les clients qui vendent en ce moment, ce sont des clients qui sont ultra vendeurs et qui attendent vraiment un conseil immobilier, un service immobilier, une campagne de pub importante pour pouvoir vendre son bien le plus rapidement possible. Voilà, tout dépend des moyens aussi de la structure. Oh, top. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose de super important aussi, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais la vente immobilière, ça ne se fait pas en claquant des doigts. On ne vend pas sa première maison, son premier appartement en 10-15 jours. Alors c'est possible si on a le réseau qu'il faut, mais c'est vrai que ça met du temps. En général, on dit que c'est toujours en moyenne 3-6 mois, mais ça c'est vraiment quelque chose aussi à assimiler, et ça reste encore une fois dans la communication. Donc là c'est une communication un peu différente, c'est pas du marketing digital, mais c'est de la communication avec le client. Et on va revenir sur ça dans peu de temps. On va continuer sur cette lancée-là. JP, Jean-Philippe et Alban, vous restez avec nous. On va accueillir Margot Lastrajoli, étudiante en journalisme, à qui on donne la parole et qui nous fait des chroniques dans chaque émission. Tout de suite, Margot Lastrajoli. Margot, bonjour. Bonjour. On te laisse t'installer. Je galère un petit peu, désolée. Voilà. Comment tu te sens, Margot, aujourd'hui ? Ça va, merci, et vous ? Ça va, super. Donc du coup, tu nous as préparé une nouvelle chronique sur le marketing en lancement de projet. C'est ça. On a parlé aussi en off. Est-ce que c'est un domaine sur lequel tu t'y connaissais déjà à la base ? Pas du tout, absolument pas. C'est pas du tout quelque chose que j'ai étudié, que ce soit à l'école ou dans mon école ou même dans ma vie personnelle. Donc c'est une première pour moi, mais c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Oh, top. Pourquoi je te fais parler de ça ? Simplement parce qu'on parlait tout à l'heure de formation et qu'il faut apprendre et se développer sur différents éléments quand on est face à ce qu'on doit faire, quand on est face à ce qu'on doit mettre en œuvre pour son travail. Du coup, Margot, je te laisse la parole et je te laisse nous parler de marketing et de lancement de projet. Merci. Alors aujourd'hui, moi, je voulais commencer cette chronique avec une définition, celle du marketing. Pour rappel, le marketing, c'est un ensemble des techniques qui ont pour objectif, en fait, la stratégie commerciale et notamment l'étude de marché. La mise en œuvre d'un projet marketing doit obéir à certaines règles. Par exemple, il est important de bien tout planifier pour avoir une idée précise des résultats et pouvoir gérer les imprévus qui peuvent éventuellement survenir au cours de votre réalisation. Pour assurer la réussite d'un projet marketing, il faut avant tout respecter certaines étapes.
Ce sont des principes qui sont à l'heure actuelle valables pour la réalisation de tout projet de lancement ou de commercialisation d'un produit ou d'un service pour une marque. Il faut également définir les objectifs du projet marketing. Aucun projet marketing ne doit être initié de manière anodine dans une entreprise. C'est la raison pour laquelle il est très important de fixer les objectifs en amont afin de déterminer s'il répond globalement à des objectifs d'affaires. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le projet ne vaut pas la peine d'être mis en place. Les objectifs d'affaires dont il est question concernent entre autres l'augmentation des ventes et du chiffre d'affaires de l'organisation, la fidélisation de la clientèle, l'augmentation du revenu par type de personnes et de clientèle, l'augmentation de la notoriété de la marque ou d'un service et produit, mais également la collecte des feedbacks de clients, etc. Il y a également une certaine approche en fait, à adopter, que ce soit en matière de stratégie ou de budgétisation, qui par la suite dépendra principalement de l'objectif fixé au début du projet. Mais il faut également faire appel à une agence de marketing pour l'identification des marchés. Cette seconde étape du processus, en fait, elle consiste à identifier le marché et le public ciblé afin de pouvoir définir de manière précise le client idéal pour le produit et ou le service. Cette démarche, elle est essentielle dans la mesure où la consommation de masse n'est rien de moins aujourd'hui qu'une illusion et surtout pour assurer un retour sur un investissement optimal. Et pour être certain de disposer des données pertinentes et précises en ce qui concerne le marché que vous voulez percer ainsi que le public à cibler, il vous faut contacter une agence de marketing qui réalisera les études nécessaires. Il existe aujourd'hui des solutions de sourcing d'agences marketing en ligne permettant aux entreprises de trouver plus aisément le prestataire qui pourra répondre au mieux à leurs besoins. En l'occurrence, il s'agit à cette étape de contacter une agence qui pourra procéder à la collecte ainsi que l'analyse des données nécessaires à l'identification de la cible et du marché. Cette étape permet par ailleurs de caractériser en fait, la clientèle ciblée sur la base à la collecte et l'analyse des données nécessaires à cette identification pour la cible et le marché. Cette étape, elle permet également de caractériser la clientèle ciblée sur la base d'attributs sociodémographiques ou comportementaux, et ainsi procéder à la construction de vos segments d'audience. Il vous suffira par la suite de sélectionner le segment adéquat pour cibler votre campagne de marketing. Il convient de noter que le service de l'agence marketing ne se contente pas à la collecte d'analyse et de data. Vous pouvez également les solliciter pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet. Merci Margot. De rien. Alors pour quelqu'un qui ne s'y connaissait pas beaucoup dans le domaine, je trouve que tu t'en es assez bien sorti. Cyril, est-ce que tu aimerais réagir à ce que Margot vient de nous dire ? Margot a entièrement raison. Il y a un point très juste dans ce qu'elle a dit, qui est très souvent oublié, c'est l'étude de marché. Aujourd'hui, on est tellement bercé de growth hacking, de growth fucking, tout ce qu'on veut comme growth débilité, que c'est je fonce tête baissée sans m'occuper de mon audience, comme tu l'as dit, de à qui je vais parler, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs problèmes. Et puis on est très souvent, du coup, concentré sur son produit. Et on ne s'occupe pas de savoir quel problème on va régler. Et on aborde les gens en parlant « Ouais, j'ai un produit génial, mais en fait, ton produit, déjà, je connais pas, j'ai jamais entendu parler, mais ça règle quoi comme problème ?» Moi, j'ai vu une boîte, il m'avait dit « Je fais de l'afrathérapie, je comprends pas, ça marche pas, pourtant c'est génial. » Afrathérapie, mais qui connaît ça quoi. Les mecs qui communiquaient afrathérapie, personne connaît. Et je dis, mais ok, très bien, mais ton produit, ça fait quoi ? L'afrathérapie, c'est une solution machin, et ça peut aider le mal de dos, maigrir. Mais écoute, parle de ces problèmes-là, communique là-dessus, puis explique que tu as un moyen différent de répondre aux problèmes. Donc plutôt que d'être concentré sur je vends ma solution qui est nouvelle, qui est une innovation de rupture, que personne connaît, personne sait que ça existe, forcément, personne va acheter. En revanche, tiens, t'as mal au dos, tu veux maigrir un petit peu avant les vacances, j'ai une solution qui est géniale pour ça, c'est l'afrathérapie. Ah, qu'est-ce que c'est ? Mais tu communiques sur le problème des gens, c'est là que ton étude de marché intervient. Et ça, c'est vraiment un élément indispensable et que très très peu de boîtes, même des grosses, c'est pas que des startups, même des grosses boîtes aujourd'hui, c'est je fonce tête baissée sans m'occuper de qui est mon audience, quels sont leurs problèmes. Donc ça, c'est vraiment un rappel extrêmement important. C'est vrai que c'est super important, c'est quelque chose qu'on oublie aussi, qu'on oublie pas mal. Tu nous parlais aussi de comment cibler, oui. Donc d'être bien conscient de sa cible. Alban, du coup, qui est toujours avec nous. Alban, tu nous reçois toujours ? Ouais, toujours. Ouais.
Donc toi, tu es du coup spécialisé dans ce domaine-là, parce que pour créer une identité de marque pour un client, tu dois être au fait un minimum du marché, de comment ça fonctionne et des acteurs principaux. Est-ce que tu rejoins ce que Margot nous a dit? Est-ce que tu aimerais réagir à sa chronique? Alors, je rejoins sur certains points et d'autres non, mais c'est parce qu'il y a des problèmes de manière générale Ça dépend des sources en fait qu'on regarde dans la définition du marketing. Déjà, le premier truc que je vais faire, c'est rebondir sur ce qu'a dit Cyril. Je suis totalement d'accord avec toi, Cyril. Et il y a un truc que je dis souvent qui donne une bonne image de ça, c'est quand tu vends une perceuse, ce que tu vends, c'est pas une perceuse, c'est un trou dans un mur. Et du coup, ce sur quoi il faut que tu communiques, c'est le trou dans le mur, pas sur la perceuse. On s'en fout de la perceuse. Ce qu'on veut, c'est accrocher un cadre chez nous. Du coup, raconte-moi l'histoire qu'il y a et de comment j'accroche mon cadre et en quoi je l'accroche mieux que les autres et en quoi c'est plus simple, plutôt que de me dire, regarde ma super perceuse avec tant d'embouts et ainsi de suite. Ça, on s'en fout. Et du coup, c'est totalement d'accord avec toi et c'est une analogie que je donne qui marche souvent très bien, donc réutilisez-la, elle est trop cool. Après, sur le sujet du marketing de manière générale, j'ai pris quelques notes. Il y a un truc dont tu parles, c'est l'identification du marché. Alors, c'est pas que en marketing qu'on va le faire, c'est aussi en branding, dans le sens où en branding, on va grosso modo, si je caricaturise au maximum, on va d'abord faire une partie de stratégie, ça va correspondre à quasiment du développement personnel à l'échelle d'une boîte. C'est moi qui je suis, qu'est-ce que j'apporte, quel problème justement je règle, c'est quoi l'objectif de ma boîte, pourquoi elle existe. Si je règle pas ce problème-là, elle devrait pas exister, donc j'ai pas de business en fait. On définit tout ça, il y a plein de méthodes que nous on donne pour pouvoir articuler ça correctement. En fait, nous on connaît pas le secteur de nos clients, c'est nos clients qui connaissent le mieux leur secteur, nous on est là pour articuler tout ce truc ce gloubi-boulga qu'ils ont dans leur tête. Du coup, on va faire ça, de la stratégie, jusqu'au moment où on va arriver là au positionnement. Et donc, pour se positionner, il faut savoir sur quel marché on se positionne, sur quel repère on peut se placer sur des matrices pour étudier. Je ne sais pas, si on prend Gémeaux qui habille, par exemple, ça va être la mode vs le côté utilitaire et la famille vs côté individuel du truc. On peut se placer sur une matrice là-dessus et placer Gémeaux et qui habille pas du tout au même endroit sur la matrice. Ça, c'est l'identification du marché de manière générale et comment on se positionne dessus. Là où le marketing, derrière, ils vont arriver sur Le marketing, ça va être plus court terme, en fait. Là, le branding, ça va poser le marché de manière très long-termiste, entre guillemets, ou moyen-termiste, on va dire. Mais du coup, les campagnes marketing qu'on va donner derrière, elles doivent faire le lien entre ce marché-là, et derrière, comment je trouve les cibles qui correspondent à ce marché. Et du coup, c'est là où le branding et le marketing, ça va bosser main dans la main. Donc en fait, il y a de l'identification du marché côté marketing, donc dans le concret, dans le maintenant, comment on lance notre campagne. Et le branding, ça va être de manière générale, quel angle d'attaque on doit choisir pour attaquer notre marché. Et du coup, c'est les deux angles qu'il faut faire rejoindre. C'est là où le branding et le marketing, ça doit marcher main dans la main là-dessus sur cette idée de positionnement. Et souvent, c'est ça qu'on oublie, c'est qu'on fait appel à des agences marketing qui vont du coup étudier la demande sur un enjeu court terme, alors qu'en fait, il faut aussi mapper l'enjeu de long terme pour voir les évolutions et pouvoir cadencer différentes campagnes marketing, les unes en fonction des autres, en fonction des différents feedbacks que vont renvoyer le marketing au branding. C'est peut-être un peu complexe, je ne sais pas, mais... Non, je pense qu'on t'a compris. Dans tous les cas, vos coordonnées et vos réseaux sociaux de chaque panéliste sont sur notre site, sur nos plateformes aussi. Donc si question il y a, je pense qu'on pourra vous contacter. Alors on est un peu à la bourse sur le timing. On va aborder notre dernier thème, le nouveau segment de ces émissions-là, qui est le TYS Focus. Le TYS Focus, c'est quoi? C'est un exemple, c'est une étude. Et aujourd'hui, on va parler d'Apple, une marque, vous le voyez là déjà, une marque où on la voit tout le temps, de partout, mais surtout une marque qui est un exemple de communication et de marketing, mais surtout même d'image de marque, ce dont on parlait tout à l'heure. Apple coche toutes les cases. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire en sorte, et c'est le cas pareil pour McDo, mais aussi pour Coca-Cola, pour les citer, où quand on voit une pub sur les premières secondes, on n'a pas vu le logo, on n'a pas vu le nom, on n'a pas vu le produit, on sait que c'est du Apple. Pourquoi? Alban, JP, est-ce que vous aimeriez réagir là-dessus? Comment est-ce que Apple a réussi à créer une telle image? Comment est-ce que Apple a réussi à asseoir une telle réputation? Qui veut y aller? Moi je peux, mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc... Vas-y, je t'en prie. Moi j'aurais un petit exemple assez sommaire. Après toi, vas-y. Alors déjà, le premier truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que Apple, ça fait plus de 50 ans maintenant. De quoi? 30 secondes.
Ouais, 30 secondes, ok. Donc Apple, ça fait 50 ans qu'ils existent. Donc déjà, le branding, ça prend de la puissance dans le temps. L'image de marque, c'est surtout ça le truc. Coca-Cola, si dans une pub, on voit juste la silhouette d'une bouteille et on sait que c'est Coca-Cola, c'est parce que ça fait des années que la forme de la bouteille n'a pas changé. Donc le premier truc à ne pas oublier, c'est que quand on définit quelque chose maintenant, il faut qu'il puisse durer dans le temps. Donc pour ça, il faut penser long terme et c'est pour ça qu'il faut définir sa marque. Parce que sur le court terme, ça ne va pas nous servir forcément de définir tout ça, et c'est sur le long terme où ça va payer. Et du coup, si on ne veut pas changer le logo tous les 4 matins et du coup perdre les bénéfices du temps du branding, il faut pouvoir prévoir le truc maintenant pour que ça dure pendant 50 ans. Et donc c'est ça la force d'Apple, c'est qu'ils ont prévu plein de trucs sur 50 ans. Ce qui fait que maintenant, il y a tout qui est là mis en place. Et on voit une pub Apple, on reconnaît le style de la vidéo, le style de musique qui est choisi, le logo. Ils nous font vivre une histoire, ils vendent pas les caractéristiques du produit. Et du coup, tous ces trucs-là mis bout à bout, on fait bah oui, c'est Apple au bout de 5 secondes. On va laisser Alban répondre à ça, qui avait un commentaire à faire. Alban JP, pardon. Alban, j'aurais pas mieux parlé que toi sur cette analyse-là. Moi, donc comme je te le disais, en fait, mon exemple il va être hyper léger. Je me souviens donc en 1985-86, quand ma mère m'emmenait au travail, elle travaillait sur un Macintosh. Aujourd'hui, j'ai un iPhone 13 dernier cri. Donc bon, je pense que le travail comme tu l'as dit, en fait, a très bien marché auprès d'Apple. Le travail pour pénétrer mon système donc a bien fonctionné, puisque je suis une personne qui est à fond sur iPhone, Apple. Manque de bol, donc mon entreprise en fait m'a fourni un Galaxy A45 dans lequel, comme tu as pu le voir tout à l'heure, je me débattais pour le mettre en mode horizontal. Donc du coup voilà, je peux pas mieux te dire. Et puis aujourd'hui mon fils ne jure que pas par iPhone, mais bon voilà, effectivement il a eu un maître, il a eu son père donc qui en a eu un, et maintenant il a un iPhone 8, mais moi je lui fais gravir des étapes pour lui expliquer que la vie c'est pas facile non plus, et qu'il faut le gagner son iPhone, et voilà, donc si on veut un bien de cette marque là, il faut travailler. Et tu rejoins là un point aussi important, Cyril. Alors tu voulais. Il faut oublier un truc sur Apple, c'est quand même ça a été beaucoup de galères. Steve Jobs il s'est fait sortir par les actionnaires, ils l'ont rappelé. Il y a une époque, si je me souviens bien, je crois qu'il était question que Microsoft rachète Apple. Et voilà, c'est pas été une super... Enfin non, maintenant tout le monde connaît Apple, mais ça n'a pas été une story super relax pendant des années et des années. Il y a eu des gros coups de galère, et une époque où Apple ne valait plus rien. Et les mecs sont revenus chercher Steve Jobs, ont prié de revenir. Et c'est là qu'il a relancé les premiers iMac avec le dos coloré, enfin je sais plus, j'ai plus le nom, qui a relancé le machin. Mais ça a été un gros bid pendant des années quand même. Mais c'est vrai qu'Apple, on en parle souvent, et il y a un élément aussi très important chez eux, c'est le sentiment d'appartenance. Oui. Concrètement, on dit toujours le clan Apple et le clan Samsung et Android généralement, mais c'est que quand on a des produits Apple, on a des produits Apple et tout est connecté, et en général, si on en a un, on en a 2 ou 3. En général, ça suit soit l'Apple Watch, soit l'iPhone avec le Mac, mais c'est rare d'avoir juste un produit Apple, parce que on fait partie de quelque chose. Ils ont créé vraiment toute une image autour de la marque, et surtout une appartenance. C'est qu'on appartient à une famille, et c'est la famille Apple. Ils sont inattaquables. Ils n'ont même pas besoin d'avoir de community manager. Dès qu'il y a un mec qui attaque Apple, comme Xavier Niel, il y a toute la communauté qui lui tombe dessus, il se fait déglinguer. Donc c'est extrêmement fort d'en arriver là. Il n'y a même plus besoin de communiquer, se défendre soi-même, les autres le font pour nous. C'est ça. Ils n'ont même plus besoin eux-mêmes de communiquer sur leurs produits, sur ce qu'ils font, parce que on connaît et tout le monde suit. Dès qu'un iPhone sort, tout le monde est au courant. Qu'on soit Apple, pas Apple, un iPhone sort, on est au courant, on le sait, et on a envie de l'avoir. On est parfaitement dans le timing. Avant qu'on termine cette émission, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la communication, sur ce que vous aimeriez transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui aimeraient apprendre et se développer? Cyril. N'écoutez pas, comme je disais, n'écoutez pas tout ce que vous lisez, tout ce qu'on vous dit sans réfléchir. Méfiez-vous des vanity metrics, tous les chiffres de likes, de commentaires, de machin, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les rendez-vous que vous créez, c'est le real life, c'est les clients que vous allez avoir, les rendez-vous, etc. C'est pas les likes et les commentaires, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Twitter, tout ça, on s'en fout. Moi, je sais absolument pas quels sont mes nombres de vues et de machin, mais je m'en conne. Ce qui m'intéresse, c'est quel chiffre d'affaires ça génère derrière. Donc, concentrez-vous sur les bons indicateurs. Et comme on l'a vu tout à l'heure, avec les conseils de Margot, foncez pas tête baissée et réfléchissez, prenez un petit peu de recul, pensez à votre marché, à vos clients pour vous développer.
Margot, une phrase pour terminer? Tout ce que Cyril a dit, c'est pareil, tout pareil. Mais pour ajouter une phrase, non, c'est vrai que je pense que le point le plus important, en fait, c'est de vraiment de réussir à cibler vraiment le client qui va te faire monter dans ta boîte et pas... je vais prendre un vocabulaire journalistique, en fait, angler ton entreprise et angler sur un thème en particulier et savoir vers qui tu vas te tourner et à qui tu vas parler et pas aller dans plein de directions différentes et vraiment savoir où est-ce que tu vas pour mener au mieux ton projet. Totalement. Il nous reste 30 secondes. Alban, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour terminer ton intervention? Moi, je vais faire court là-dessus. Genre, trouvez votre truc, faites-le à fond, et peu importe où vous parlez et à qui vous parlez, sur tous les endroits où vous allez communiquer avec votre communauté, toutes les personnes qui font partie de votre réseau, là, soignez chaque approche et surtout demandez-vous ce que vous leur apportez. Aux reprises de l'exemple d'Apple, c'est les seuls qui, quand tu appelles le SAV, te demandent la musique que tu veux choisir. Et bizarrement, du coup, ça me saoule pas d'écouter du jazz ou du classique parce que je l'ai choisi. Je peux pas m'auto-critiquer sur ce choix-là. Et juste ça fait que je suis de bonne humeur quand je parle à un mec avec mon iPhone qui marche pas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est super important. L'outline d'Apple, ils ont un très bon service. Jean-Philippe, est-ce que tu aurais un élément à ajouter pour clôturer ton intervention chez nous? Voilà, pour moi, pour terminer, ce que je conseille donc à des personnes qui veulent se lancer, donc ça va être vite vu. Moi, j'ai à peu près 8-9 points, mais ça va être très vite, je vais pas le développer. Je vous invite à développer votre réseau, à se tester dans ce domaine-là, qui est l'immobilier, par exemple, pour ma part, parce que ça peut ne pas convenir à certaines personnes. Il faut se sentir à l'aise, il faut oser, il faut se former pour connaître tous les outils juridiques et pouvoir se défendre quand on en a besoin. Il faut surtout utiliser son propre style, surtout ne pas recopier. On peut s'inspirer, mais utiliser vraiment son propre style. Pour ma part, moi, c'est l'authenticité. Je déteste l'hypocrisie, je parle de tout avec mes clients et je joue la carte de la franchise. Il faut être humain. Voilà, moi, je balance pas un rendez-vous en 5 minutes. Il faut prendre le temps, écouter la personne, s'intéresser surtout à la personne. Ça, c'est ma femme qui m'a appris à faire ça. Vraiment s'intéresser. Et franchement, comme je vous l'ai dit, je prends énormément de plaisir à ça. Il faut verrouiller tous ces dossiers, c'est-à-dire qu'il faut avoir toutes les pièces maîtresses pour pouvoir vendre son bien immobilier et pas travailler à l'arraché comme je le faisais au tout début. Il faut surtout pas douter du travail qu'on engendre, c'est-à-dire que tout le travail qu'on va faire, il va payer. Même si on arrive sur une vente qui ne fonctionne pas, ça marchera quand même sur la prochaine vente. Il faut surtout pas s'enflammer. Ce que je dis pour terminer, et c'est une vieille amie donc qui m'avait appris cette expression. En immobilier, le matin, on est riche, le soir, on est pauvre. Pourquoi ? Parce que si on s'est enflammé d'avoir une proposition le matin, l'après-midi, le client peut changer d'avis. Donc ça, il faut vraiment se blinder, vraiment mentalement par rapport à ça, et je terminerai par ça. Voilà. Merci à toi Jean-Philippe. Je remercie tous nos intervenants d'aujourd'hui. Cyril Bladier, merci. Margot, merci pour ta chronique. Merci. Alban, Jean-Philippe, merci à vous. Pour terminer, petit récap, on a parlé communication, on a parlé image de marque, on a parlé marketing. Une chose est revenue, c'est le réseau. Son réseau, c'est important de le travailler. Pourquoi ? Parce que le réseau va relayer votre communication. Un autre élément, vous vous en foutez de combien vous avez d'abonnés. On parle cash, pourquoi ? Parce que on est obligé pour comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre. Faut pas se concentrer sur son nombre d'abonnés, sur les nombres de likes qu'on a, le nombre de vues. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la qualité qu'on a, ce qu'on propose, ce qu'on crée. Et c'est comme ça que vous allez construire une fanbase, des gens qui vont vous suivre, mais qui ne vont pas vous suivre juste parce que vous avez fait un post qui a bien marché, mais qui vont vous suivre parce que la globalité de ce que vous faites, la vision que vous avez et ce que vous proposez, c'est ça qui va les intéresser, c'est ça qui vont faire qu'ils vont vous suivre, c'est ça qui va être de qualité et qui vont être avec vous, tout simplement vous suivre dans votre vision, vous accompagner. Et ça vous crée votre réseau directement, c'est les personnes que vous pouvez contacter, c'est les personnes avec qui vous pouvez évoluer. Donc élément super important à ne pas oublier. Je vous remercie de nous avoir regardés pour ce TYS Show spécial marketing en lancement de projet. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.